Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui je me situe dans une concession Renault Dacia à Pantin. C'est la concession où j'ai acheté le Dacia Jogger. Donc on va faire un petit peu le tour ensemble. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont de beau comme modèle. Et comme ça vous allez pouvoir me conseiller pour les prochains modèles à acheter. Donc la concession elle se situe vraiment dans une zone à forte activité. Juste en face on a PSA, Peugeot, Citroën, DS. On a une concession donc PSA. Et là, du coup, on se retrouve dans la concession Renault Dacia où il y a pas mal de jolis modèles. Franchement, Dacia, je trouve que c'est une marque qui monte en gamme. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il y a quelques années, j'étais pas très friand de Dacia. Mais là, je trouve que Dacia, c'est vraiment une marque qui est montée en gamme avec des modèles qui sont de plus en plus robustes, de plus en plus fiables. On a vraiment un large choix, un large panel. Et donc, c'est vraiment une marque qui, pour moi, a de l'avenir. C'est vraiment une marque d'avenir, du présent et de l'avenir. Comme par exemple, si on regarde bien ce nouveau Dacia Sandero Stepway, moi je le trouve mignon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça c'est un véhicule qui vous plairait pour l'avenir? Et en termes de rapport qualité-prix, franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien placés. Quand on regarde 19 200 euros pour un modèle vraiment bien équipé, par rapport au prix des marchés, je trouve que c'est pas affolant. Je trouve que c'est vraiment le juste prix. C'est le bon rapport entre qualité et prix. Je vais voir si le véhicule est ouvert. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Quand on regarde l'intérieur, c'est assez sommaire, c'est assez basique, mais c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve, on va s'installer à bord pour voir comment est-ce qu'on se sent bien. Donc là, c'est une boîte mécanique. C'est pas forcément ce que les touristes ils apprécient en règle générale, mais on a les équipements de base, la climatisation en boîte manuelle, un petit écran tactile qui, j'imagine, fait GPS, de quoi recharger son téléphone. Bon, chez Dacia, ils sont encore à l'USB classique, ils sont pas encore à l'USB-C, mais bon, après, on peut très bien brancher sur la prise 12 volts un chargeur avec une prise USB-C, ou bien sinon un adaptateur, ça c'est pas très gênant. Moi-même, je suis pas encore passé à l'USB-C avec mes téléphones, donc je serais pas dérangé par ce type de truc. Mais bon, c'est des détails. Ensuite, on a quoi d'autre ici? On a le Dacia Sandero classique. Le Stepway, la différence entre le Stepway et le Sandero classique, c'est que le Stepway, il est un petit peu revisité, c'est un crossover, donc il est un peu plus haut. Vous voyez la garde au sol, elle est un peu plus haute. C'est un petit peu, on va dire, un SUV, un mini SUV, mais c'est pas vraiment un SUV, mais on va dire que c'est un crossover. Alors que le Sandero, c'est l'équivalent de la Clio. La Clio, on va dire en low cost, entre guillemets, parce que franchement, elle a pas grand chose à lui envier, sauf qu'elle est un peu plus basique, des équipements plus basiques, une finition un petit peu moins bien finie, mais en termes franchement, de rapport qualité-prix, je pense qu'il sera pas meilleur, et je trouve qu'elle fait vraiment le travail. Donc là, pareil, vous voyez, pour un modèle assez bien fini, 16 150 euros, je trouve que c'est pas excessivement cher. Des fois, quand on regarde sur le marché de l'occasion, là par exemple, si on veut une Clio 5, une bonne Clio 5 d'occasion, parfois il faudra débourser cette somme-là alors qu'elle aura déjà quelques kilomètres au compteur. Alors que là, on est sur un véhicule totalement neuf. Pareil, on va regarder l'intérieur. C'est assez sommaire, hein. Mais il y a ce qu'il faut, siège en tissu, un petit accoudoir central qui se relève en plus. Il n'est pas fixe celui-là, c'est vraiment sympa. Une boîte mécanique, pareil, de climatisation manuelle. Un écran tactile GPS et des informations de base, un ordinateur de base, de bord de base qui est au niveau de la console centrale. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt efficace. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut pour une agence de location de voiture. Si on veut pas proposer des citadines classiques, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est peut-être ce que les gens ils cherchent en ce moment. J'ai l'impression qu'ils sont plus portés sur le prix que sur pas la qualité, mais on va dire que sur les petits détails, les accessoires, etc. Donc c'est peut-être les modèles vers lesquels il faudrait peut-être se diriger. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est mon avis, mais moi donnez-moi votre avis, moi je serais ouvert à la discussion. Pareil, le Dacia Duster aussi, il marche vraiment très très bien. Là celui-là par contre c'est vraiment un vrai SUV. On en parle beaucoup dans les médias automobiles. J'en entends que du bien, donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est un modèle qui vous tente? Son prix aussi pareil, il est assez attractif par rapport à la catégorie du véhicule. Pour un SUV, 26 000 euros, 26 000 euros 50, c'est pas excessif. Donc ça aussi, c'est un modèle robuste avec lequel on peut faire pas mal de choses. De la ville, comme se balader en campagne, etc., etc. Là, je sais pas c'est quelle finition, mais il est déjà un peu mieux fini. Les sièges, c'est du sorte de simili-cuir. On a un accoudoir central qui, lui, est fixe, qui se relève pas, mais qui a un espace rangement au milieu. Là, on est en boîte manuelle, donc ça déjà c'est un plus
surtout pour les touristes étrangers qu'on va recevoir cet été avec les JO, ils aiment beaucoup ça, les boîtes automatiques, je dis manuel, pardon, automatiques. L'écran, il est intégré, alors que ici, sur les autres écrans, il prenait un petit peu d'espace sur le pare-brise. Donc là, je trouve que c'est bien d'avoir l'écran ici en position basse et qu'on soit pas forcément happé par celui-ci quand on regarde la route. Donc c'est peut-être pas mal aussi de l'avoir placé ici, cet écran, cette console centrale. Je trouve que l'intérieur, il est plutôt pas mal, il est assez épuré. Je pense qu'on doit bien se sentir... il y a pas mal d'espace de rangement, il y a pas mal de porte-gobelets, il y en a deux ici, plus un ici encore. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est plutôt bien pensé niveau ergonomie. Donc je trouve que c'est un modèle qui est plutôt pas bien pensé. Faut regarder aux places arrière aussi, si on a de la place, si c'est bien fini. Oh, ça m'a l'air pas mal. Je vois que les sièges arrière sont rabattables. Si jamais on veut charger beaucoup pour partir en vacances, si on n'est que 2 ou 3, on n'a pas forcément besoin des 5 places à l'arrière pour les 5 places à l'arrière tout simplement. Et même en configuration 5 places, j'ai l'impression que le coffre il est plutôt grand, donc je pense que même à 5, on peut partir chargé avec pas mal de bagages et qu'on ne sera pas embêté par la place que le coffre peut accueillir. Donc je trouve que c'est un modèle qui est plutôt pas mal. Mais après, vous, quel usage vous en ferez de ce type de véhicule? Est-ce que c'est un véhicule vers lequel vous irez dans une agence de location ou non? Et si oui, pour quel type de voyage? Là, vous voyez les images qui nous montrent, genre, il fait du tout-terrain, du hors-terrain, il y a un mode 4x4, etc. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous branche ou est-ce que vous irez justement faire d'autres activités avec? Et si oui, lesquelles? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire justement pour alimenter la conversation. Là, ici, on retrouve donc le Dacia Jogger, le fameux Dacia Jogger qui est dans la flotte. Donc là, la couleur, elle est belle, hein. Franchement, c'est un joli vert olive. Quand j'ai acheté le véhicule, honnêtement, j'ai hésité à prendre cette couleur. Je vais vous montrer les coloris qui étaient proposés d'ailleurs pendant qu'on y est. Moi, j'ai pris un gris schiste. Je vais vous montrer c'est lequel, le gris schiste. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le gris schiste, c'est celui-ci. Mais il y avait pas mal d'autres coloris. Et le vert olive qu'on peut retrouver donc sur ce joli Dacia Jogger là, qui est en modèle d'expo, c'est donc celui-ci. Voilà, c'est donc celui-ci. Et il y avait pas mal d'autres coloris. Je me suis dit quel coloris choisir. Bon, j'ai préféré rester sobre dans la sobriété. J'ai préféré prendre donc un gris schiste parce que je me suis dit que le gris schiste c'était une couleur passe-partout déjà d'une qui pouvait plaire à tout le monde, même si ça sortait pas de l'ordinaire. Et aussi pour rapport à des raisons pratiques pour le nettoyage, c'est beaucoup moins marquant, c'est plus facile à nettoyer. Bon voilà, c'était plus pour des raisons de ce type-là que je suis parti sur ce coloris-là. Mais là, ce joli vert là, franchement, il m'aurait bien plu. Si c'était pour moi, pour mon véhicule, peut-être que j'aurais plutôt pris ce coloris-là plutôt que le gris que j'ai choisi. Donc là, en plus sur ce Dacia Jogger, il y a une petite surprise à l'arrière. Je vais vous montrer. Là, il est en configuration 5 places. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a un kit de lit. Donc là, c'est vraiment en mode van aménagé. Si on veut partir, c'est plus pour dormir à deux. Donc on va dire c'est plus pour partir en couple, peut-être partir avec sa copine. Si on veut dormir à deux dans le coffre à la belle étoile, on a de quoi. Je sais pas comment ça se déplie, donc je vais pas faire de bêtises. Mais là, on a un lit vraiment posé dans le coffre. Donc après, effectivement, il y a plus de place, pardon. Il n'y a plus du tout de place pour les bagages. Mais ce qui est avantageux avec le Dacia Jogger, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a des barres au toit, donc on pourrait très bien y accrocher un coffre de toit, mettre ses bagages dans le coffre de toit ou sinon sur la banquette arrière si on n'a pas trop peur, étant donné que le coffre lui sera rempli. Et là on pourrait dormir à la belle étoile dans le coffre en couple par exemple, ou sinon ils proposent aussi cette magnifique tente. Là ils l'ont retiré, ils l'ont sorti, mais cette tente là aussi elle se pose sur le toit. Moi, je suis pas très fan de ça. Je me dis, est-ce que ça abîme pas la suspension? Mais on pourrait aussi déployer une tente sur le toit et dormir sur le toit. Et comme ça libérerait de la place au coffre pour y mettre ses affaires si on a des affaires à ranger. Donc là, cette version-là, c'est pas la version que l'on a dans l'agence, parce que c'est la version en boîte mécanique. Donc déjà, c'est un essence. Donc déjà, c'est un essence pur. Donc là, 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 c'est un essence
pure, c'est pas un hybride comme celle que l'on a. Je sais pas si c'est l'essence tout court ou c'est la version essence GPL, et même au niveau de la couloir, c'est pas la même version qu'on a, je trouve que c'est la version un petit peu moins, un peu plus bas de gamme, je sais pas c'est quelle finition. Mais sinon après ça ressemble un petit peu à ce que l'on a. Même au niveau de l'écran central, c'est un peu plus simpliste, un peu plus minimaliste. Là on a un vrai contour, il est pas comment dire digital, c'est qu'un vrai compteur de vitesse. Même au niveau du volant, je trouve que les finitions sont un peu plus basiques que la version que l'on a. Mais c'est quand même un modèle qui fait l'affaire pour partir en vacances à 2, à 5, à 7, peu importe. C'est un véhicule que je trouve qui est vraiment modulable et du coup qui est assez intéressant d'avoir ce véhicule dans sa flotte. C'est vraiment un beau véhicule. Moi j'aime bien. Après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous locataire, est-ce que c'est un véhicule que vous louerez? Et pareil, si vous louerez, pour quel type d'usage? Pour quelle raison prendrez-vous ce véhicule en location? Et je vous remonte aussi un petit peu le prix aussi pendant qu'on y est. Donc ça c'est le prix du modèle exposé. Bon, c'est pas le prix que nous on a payé, 23 550 € pour ce modèle-là avec ce niveau d'équipement. Donc c'est aussi il est modulable en 7 places. Ça c'est le EcoG 100. Donc je crois que EcoG, si je dis pas de bêtises, c'est la version qui est hybride entre essence et GPL. C'est pas la version qu'on a pris, on a pris un 140 chevaux hybride, donc essence électrique en boîte automatique. Mais c'est aussi un très 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 bon modèle. Donc là on va quitter le coin Dacia et on va se diriger vers la partie Renault. Et là on va retrouver l'incontournable de chez Renault, donc un classique, la Renault Clio 5. Est-ce que c'est la nouvelle en finition, la nouvelle Clio 5 version 2? Ouais, je crois que c'est celle-là, effectivement. On peut la reconnaître avec déjà le nouveau logo Renault, le logo Renew et la nouvelle calandre. Donc c'est un nouveau modèle de Renault Clio. Ça change un petit peu de l'ancien modèle qui était très similaire à la Clio 4. C'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça aussi que il n'avait pas autant décollé dans les ventes, parce que pas mal de gens étaient restés sur la Clio 4. Ils s'étaient dit que la Clio 5, il n'y avait pas forcément autant d'évolution que ça par rapport à la Clio 4. Et vous voyez là, pareil, quand je vous disais tout à l'heure que le Dacia Sandero, il avait un bon rapport qualité-prix. Regardez le prix de la Clio 5, 21 300 € neuve. Tout à l'heure, on était à 15 ou 16 000 € sur la Sandero neuve. Et quand je vous disais que du coup, qu'on pouvait retrouver genre des Clio 5, pas forcément cette nouvelle Clio 5, mais même l'ancienne version, à 15 ou 16 000 €, bah, je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'aller sur un Sandero neuf plutôt que sur un Clio 5 d'occasion avec quelques bornes au compteur. Donc on va rentrer à l'intérieur et on va regarder justement s'il y a une grande différence entre la Clio 5 et la Sandero. Quand on regarde au niveau des sièges, ouais, je pense que l'assise quand même c'est un petit peu plus moelleux. Là il y a une partie, je sais pas c'est quoi, un petit peu molletonnée. Et là je sens quand même que c'est un petit peu plus moelleux que sur la Sandero, où les sièges ils ont l'air quand même un peu plus rigides. À l'intérieur, on a une boîte mécanique, donc c'est la version de base. L'écran aussi, il a l'air d'être une technologie un petit peu plus avancée que la Sandero. Mais franchement, l'écran de Dacia, il est très très bien. Mais là, je pense que la finition est un peu mieux. On va regarder s'il s'allume ou s'il faut la clé. Non, je pense qu'il faut la clé. Non, il faut la clé, donc on ne pourra pas tripoter. Plus que ça, là, on a des prises USB. Je crois que c'est des prises USB normales. Hein. C'est pas des prises USB-C aussi, mais bon, c'est pas très grave. On a une jolie clim aussi manuel. Et là, l'écran, par contre, vous voyez, il est un petit peu plus avancé. C'est directement un ordinateur de bord, alors que sur la Sandero, on avait des comptes tours digitaux et non pas un ordinateur de bord numérique comme celui-ci. Et pareil, le volant, il est un petit peu mieux fini. Je trouve que le volant est un petit peu mieux fini, mais bon, après, ça, c'est des détails. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre 5 à 6 000 € de plus pour avoir ces petites options en plus? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Est-ce que vous, à votre place, vous mettrez cet argent en plus? Et du coup, bah, ça se répercuterait du coup dans le prix des locations. Donc, est-ce que vous, locataire, vous êtes prêt à payer plus cher pour avoir un véhicule un peu mieux fini, ou est-ce que vous préférez avoir un véhicule un peu plus basique, on va dire, et payer moins cher votre location? Pareil au siège arrière, on a l'air d'être plutôt bien. Juste, je trouve que la place centrale du milieu, elle est un petit peu petite. Donc là, ce sera vraiment pour un enfant. Je pense pas qu'on mettra 3 adultes, 3 grands gabarits, parce qu'au largeur d'épaule, on n'est pas très large. En tout cas, on mettra pas 3 gabarits comme le mien à l'arrière, ça c'est sûr. Ou sinon, c'est vraiment pour un déplacement occasionnel en ville, un petit déplacement, mais pas pour faire de la route, parce que sinon, je peux vous dire qu'à la fin, il y aura bagarre entre les trois grands gaillards. Et au niveau du coffre, on va regarder. S'il veut bien s'ouvrir, ouais, super. Donc au niveau du coffre, ouais, c'est à peu près comme sur la Clio 4.
C'est pas très grand, on peut mettre quelques bagages. À 5, je sais pas si ça serait idéal. Bon, à voir, mais c'est peut-être pas pour faire justement une semaine de voyage et avoir un sac bien rempli. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Twingo 3 indémodable, toujours disponible chez Renault pour l'instant, parce qu'on sait que bientôt elle va être remplacée par la Renault 5, et aussi la Twingo 3 sera, enfin je sais pas si on l'appellera Twingo 3, mais la Twingo sera désormais électrique chez Renault, mais là pour l'instant elle existe encore en moteur thermique, pardon. Donc c'est un petit modèle qui est vraiment bien plébiscité par les Français. C'est pas qu'une voiture de madame, hein. Il y a beaucoup de monsieur aussi qui ont ce véhicule, équivalent à la Fiat 500 ou à la Toyota Aygo par exemple. Donc là aussi, qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule? Niveau rapport qualité-prix, par exemple, on se retrouve à des tarifs comme 17 850 pour ce modèle, pour ce niveau de finition-là. Est-ce que c'est un modèle pareil qui vous plairait? Est-ce que vous trouvez que au niveau des tarifs, on est excessif ou non? Je sais pas. Moi, si je prendrais une Twingo 3, je prendrais peut-être pas un modèle neuf à ce tarif-là, parce que là, après, pour s'y retrouver, je pense que c'est un petit peu compliqué. Mais alors, car quand on regarde, là, c'est vraiment sommaire, c'est un petit peu minimaliste. Vous parlez de Dacia, mais là, on est chez Renault, mais là, je trouve que c'est encore plus minimaliste que chez Dacia. Les sièges, bon, ils sont pas mauvais, mais je sais pas si je partirais, par exemple, faire un pari, d'aller à un Paris-Nice ou aller dans le sud avec, je suis pas sûr. Ensuite, on a une boîte de vitesse mécanique, donc manuelle. Ah là, par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a une clim auto, mais c'est une clim auto ancienne génération. J'ai la même chose dans ma Clio 4, pardon. Sur les nouvelles clim auto, on n'a pas à tourner la molette pour mettre la température. On a plutôt un plus-moins pour mettre la température. Bon, c'est toujours aussi bien, mais ça reste de l'ancienne génération. L'écran tactile, je pense qu'il va pas s'allumer, il faudra la clé, mais il a l'air, je sais pas. Faudrait voir, je vais pas dire de bêtises parce que je l'ai pas vu allumer. Et on a, pareil, un contour digital avec un ordinateur de bord qui semble être intégré derrière le volant. Donc ça aussi, ça peut être pas mal pour avoir quelques informations pendant qu'on conduit et pour ne pas être distrait, pour ne pas avoir à regarder forcément à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe si on veut, je sais pas, regarder sa consommation ou d'autres informations de ce type-là. Ensuite, on va s'écarter de ce rayon-là et on va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On aura un Renault Espace, donc le nouveau Renault Espace, donc en version SUV. Avant, le Renault Espace était vraiment un monospace, en tout cas en termes de design. Maintenant, là, c'est SUVisé, on va dire. Par contre, en termes de tarifs, il a vraiment suivi la tendance, puisque là, on se retrouve à 53 400 € pour un Renault Espace, même s'il est en esprit alpine, ok, il est très beau, il est très joli, hein, je ne dis pas le contraire, mais bon, 53 400 € pour un Renault Espace, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aime bien, personnellement, j'aime bien le concept, j'aime bien le style, mais j'aime un petit peu moins le prix, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Est-ce que vous pensez que le tarif est juste et adapté au modèle? Ou est-ce qu'avec 53 400 € vous irez plutôt vers autre chose? Bon, malheureusement, ils l'ont fermé. Je vais voir si je peux vous montrer l'intérieur. En tout cas, il y avait vraiment un très très bel intérieur avec des sièges alpines molletonnés. Je sais pas si là, cette version-là, il est en version 7 places, mais j'ai regardé un petit peu sur le site de Renault, il y a pas mal d'options sympas à mettre sur ce modèle. On peut mettre le toit ouvrant, pas le toit ouvrant, pardon, excusez-moi, le toit vitré. Donc on va avoir un grand toit panoramique. Là, par exemple, ici, on aurait pu mettre pas un quart de bout, mais comment on appelle ça, un marchepied, voilà, pour les personnes de petite taille, pour ne pas caser à enjamber tout cela, parce que là, franchement, le véhicule est assez haut. Il y avait pas mal d'options sympas pour avoir une version assez sympa, donc il est pas mal personnalisable ce véhicule, mais je le trouve un petit peu cher, donc moi personnellement je passerai mon tour, mais vous, donnez-moi votre avis, est-ce que c'est un véhicule qui vaut le coup, et surtout si quelqu'un l'achète à ce prix-là, forcément le prix en location s'en ressentira, donc est-ce que vous serez prêt à payer le prix pour louer ce type de véhicule? Et à côté, on va dire sa petite sœur, donc le Renault Austral. J'aime beaucoup aussi. Il est un petit peu plus petit, un autre gabarit. Malheureusement, ce Renault Austral n'existera qu'en version 5 places et non 7 places. Le prix aussi est un peu conséquent quand même pour un SUV de chez Renault. Je dis pas que Renault c'est une mauvaise marque, mais bon, à 43 500 €, est-ce qu'on ne peut pas acheter autre chose aussi également? Mais c'est vraiment un très beau véhicule. Un véhicule familial avec lequel on sera vraiment à l'aise pour partir en famille, peu importe où on va.
Là en plus c'est la saison du ski, là vraiment c'est un véhicule que je verrais bien dans les stations de ski. Pour partir en famille ou entre amis au ski, je pense qu'on serait bien à l'aise avec ce petit coffre de toit. Je sais pas s'il est assez long pour y contenir des skis, mais en tout cas ça peut être sympa justement pour compléter le coffre initial. Là je le vois qu'il est en esprit alpine. Donc c'est vraiment un beau véhicule bien fini. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer avec. Ah si, il est ouvert ce coup-ci. Super, donc je vais pouvoir rentrer dedans. Et là vous voyez, j'ai ouvert la portière. Le siège avant il s'est reculé. Et ça nous laisse vraiment de l'espace pour pouvoir rentrer. Donc là, avec le petit badge Alpine, le petit rappel. Et le beau bleu Alpine, un peu comme sur les Formule 1. Franchement c'est vraiment un très 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 beau véhicule. Donc là je vais pénétrer à l'intérieur. Et waouh, franchement, il fait vraiment son effet. Là, ici, on a du sort d'Alcantara, on dirait, sur les portières. Pareil, ici, il y a un rappel d'Alcantara, on dirait, avec des surpiqûres finition bleu alpine. Franchement, c'est vraiment un beau véhicule. On a un gros écran digital horizontal, donc du coup, un peu comme sur les Tesla. Du coup, je pense que ça doit être assez sympa à la navigation pendant que l'on conduit. J'avais vu ça aussi dans d'autres vidéos. La console centrale était modulable, donc on pouvait avancer comme ceci ou reculer comme cela, donc c'est assez sympa. Donc là, on peut avoir une partie porte-gobelet, et ici, on a un plus grand coffre pour y ranger tout type de choses. Le volant, il est un petit peu de forme octagonale. Il y a des petits angles droits, il est plus carré que rond, donc c'est vraiment sympa, je pense, pour la prise en main, avec les petits boutons ici, là, un petit peu comme chez les marques allemandes, là, pour sélectionner, je sais pas qu'est-ce qu'on peut sélectionner, je sais que c'est les modes de conduite, faudrait démarrer le véhicule pour le voir, je ne pourrais pas vous dire. Le start-stop qui est situé juste là derrière le volant, un petit peu comme sur les véhicules de sport, et derrière un écran qui est vraiment 100% digital, donc il n'y a pas de contour, numérique, pardon. C'est vraiment entièrement digitalisé. Donc c'est assez sympa. Palette au volant. Donc c'est une boîte auto. Donc il n'y a vraiment pas de levier de vitesse. J'imagine que tout doit se passer au volant. À ce niveau-là, là je vois qu'il y a un air neutre drive. Donc je pense que tout se situe ici sur le Komodo comme sur les anciennes voitures américaines. Bon, pourquoi pas, c'est un style aussi. Et il y a la possibilité aussi de passer les vitesses juste ici avec les palettes au volant qui sont intégrées. Je ne sais pas si celles-ci sont intégrées avec le volant. Oui. Donc ce qui est bien, donc ça veut dire que la palette est vraiment accrochée au volant. Donc même quand on est en train de faire un demi-tour, la palette est derrière le volant et non pas sur cette partie-là. Et là, je peux vous dire que c'est plus galère pour appuyer sur une palette quand la palette est fixe plutôt que quand elle est fixée au volant. Donc très beau volant aussi avec le signe Renault. Donc la finition alpine, je comprenais pas ce que c'était, mais là je suis monté dedans, j'ai bien vu ce que c'était la différence. Bon, effectivement c'est un petit peu cher, mais bon, la passion n'a pas de prix, on va dire. Et là le petit badge alpine sur l'appui-tête, pourquoi pas, hein. Franchement ils sont en train de créer un délire, ils sont en train de créer une marque là, Renault. Pourquoi pas, moi je suis plus fan des voitures allemandes, mais pourquoi pas. Si on a envie de soutenir l'économie française aussi, tout simplement on aime la marque Renault, pourquoi pas. Bon, 43 500 €, pourquoi pas. Je suis en train de revoir mon jugement par rapport à ce véhicule. Après, est-ce que vous, clients, vous locataires, est-ce que vous serez prêt à payer le prix pour justement avoir accès à ce type de véhicule et ce type de finition? En plus là, regardez, je vous en parlais tout à l'heure dans l'espace qui est à côté. Et là, même si on a le coffre de toit, mais vous voyez, on a un toit vitré. Donc on peut voir à travers le coffre, à travers le toit, pardon, le coffre de toit qui est juste ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Moi je le vois. Voilà, je vous le montre aussi par au-dessus. Donc le toit il est totalement vitré. Donc ça c'est sympa s'il y a du soleil. De partir en vacances, avoir le soleil dans les yeux, je sais pas, ça met de bonne humeur. Et on va regarder l'espace de ce coffre. Il est ouvert, super. Hop. Il est bloqué. Non. Ok, super. Donc là, pas mal aussi. Bon, ça reste un SUV coupé d'ailleurs. Le coffre il est un petit peu mansardé, on va dire, comme sur un appartement. Donc on perd un peu de l'espace en hauteur. En profondeur, c'est pas mal, mais en hauteur, on va pas vraiment jusqu'en haut. Donc on va perdre un peu, d'espace. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc quand je vous disais, c'est le Austral qui est en version e-tech, donc hybride, donc 200 chevaux. Je sais pas pour quel poids, mais je pense qu'avec 200 chevaux, on doit être plutôt à l'aise sur la route. Donc pour partir en vacances, en voyage, faire des longues distances, je pense que ça doit être un véhicule plutôt agréable. Donc on va continuer notre tour de la concession. Et là, on a un Ludospace, donc le Renault Kangoo version Ludospace.
Donc c'est pas la version fourgon, c'est la version Ludospace. Donc c'est-à-dire que les places arrière sont aménagées. Donc on a toujours la porte latérale coulissante. Je vais vous montrer, je vais commencer par l'arrière ce coup-ci pour vous montrer. Donc on a toujours la porte latérale coulissante, on a toujours de grands espaces comme dans le Renault Kangoo classique, le Renault Kangoo fourgon que vous connaissez. Pardon, sauf qu'à l'arrière, on a une banquette arrière. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être un bon compromis pour les familles qui n'ont pas forcément beaucoup de grands moyens, mais qui ont besoin d'espace. Prendre un Ludospace, pourquoi? Parce que les matériaux sont souvent de qualité moindre par rapport aux versions que je vous ai montrées tout à l'heure, par exemple, par rapport au Austral ou à l'Espace ou au Scénic, bon, qui n'est pas là en stock, mais qui existe. On a des finitions un petit peu plus basiques. On est plus sur, comment dirais-je, on est plus sur des matériaux de la qualité du niveau de Dacia que de Renault, mais ça peut être pas mal d'avoir justement un grand véhicule comme cela. Là c'est en version 5 places, mais il existe aussi également en version 7 places. Et donc du coup aussi, on peut aussi faire plusieurs types d'usages, soit balader sa famille, ou sinon rabattre les sièges arrière et transporter du matériel. Donc pour les artisans ou les familles qui auraient besoin à la fois d'espace pour transporter du matériel et aussi des enfants aussi à transporter, ça peut être pas mal. Je vais regarder si le coffre est ouvert. Oui, effectivement, le coffre est ouvert. Donc il n'est pas électrique, il s'ouvre vraiment à 90 degrés. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc ça, faut faire gaffe dans les parkings pour pas toucher le plafond. Des fois, ça peut arriver. Mais donc c'est encore un grand coffre. Déjà, quand on est avec les 5 places, les 5 places. Et en plus de ça, on peut rabattre les places à l'arrière et se retrouver avec un encore plus grand coffre. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je pense que ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un véhicule qui vous plairait? Ou est-ce que justement le gabarit vous rebute? Ou bien sa forme? Parce que franchement, c'est pas une forme sexy. Hein. On n'est pas sur un Australitech, on est sur un autre type de véhicule. Mais en tout cas, en termes de praticité, je trouve qu'il fait le boulot. Si on a besoin d'espace, on a ce qu'il faut. Si on veut partir à plusieurs, on peut partir en plusieurs. Au niveau de l'intérieur, aux places avant, par contre, là, on est bien mieux installé qu'aux places arrière. On a derrière déjà des meilleurs matériaux. Au niveau des sièges, là, vraiment, c'est digne de Renault et non plus de Dacia. J'ai été mauvaise langue, là, tout à l'heure. Mais là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. On a des tissus, des finitions un peu meilleurs. On a une boîte automatique. Bon, clim manuel, un écran comme sur le Dacia Jogger, mais moi que j'aime bien, je trouve qu'il est largement suffisant. Et comme le Dacia Jogger que l'on a aussi, pareil, on a un écran, un ordinateur de bord complètement digital derrière le volant. Donc pareil, si on veut chercher quelques informations que ce soit, avec les boutons au volant ou le commodo, on peut retrouver justement les informations directement en mode ordinateur de bord sans avoir à fouiller sur l'écran pendant qu'on conduit, parce que ça peut être un petit peu dangereux. Et on a les fonctions de base, régulateur, limiteur, etc., etc. Un petit volant sympa en cuir, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va regarder au niveau des tarifs, pardon. À combien est-ce que l'on se situe sur ce véhicule-là? Bon là par contre il n'est pas donné, 31 000 euros avec la boîte BVA, donc en boîte automatique, 31 830 euros pour un Kangoo, c'est pas donné. Je sais pas si j'irai sur ça, en tout cas moi, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis, je serais curieux de l'entendre. Donc là à côté, je vais pas refaire le tour, c'est encore une Renault Clio qui est similaire à la rouge là qu'on est parti voir tout à l'heure. Donc on a encore une Clio 5. Bon, Clio 5, voilà, c'est un grand classique, hein, on connaît. On aime, on n'aime pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plus Clio, plus Sandero? Donnez-moi votre avis, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il propose une offre de financement LLD. Bon, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser, nous, en tant que loueurs de voitures. Et là, qu'est-ce qu'on a pour finir? Une Renault Zoé. Bon, la Renault Zoé, moi j'ai mon avis là-dessus, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'esthétique du véhicule? Est-ce que c'est un véhicule attrayant selon vous? Est-ce que c'est un véhicule qui vous attire? Moi pas, mais après, voilà, chacun son avis, les goûts, les couleurs, hein, comme on dit, chacun son avis là-dessus. Donc c'est pour ça que je serais curieux d'entendre votre avis à ce niveau-là. Donc je vais faire d'abord le tour de la carrosserie, et puis après je passerai à l'intérieur si le véhicule est bien ouvert. Donc déjà moi en termes de carrosserie, je sais pas, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Déjà je trouve qu'il est passé d'âge. Il est passé d'âge.
par rapport à, je sais pas, une Toyota Yaris, ça n'a rien à voir, ça se ressemble, tout en n'ayant rien à voir. Je préfère 100 fois la carrosserie de la Toyota Yaris par exemple. Donc ce sera tout pour cette fois-ci, pour cette visite de concession. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé vous de cette vidéo et de ce format de vidéo. Est-ce que vous souhaitez que je fasse plus de vidéos dans ce sens-là, où je vais visiter des véhicules en concession, où je vous donne mon avis, et vous aussi vous me donnez votre avis justement dans les commentaires et vous me dites un peu ce que vous pensez des véhicules que je vous présente, ou est-ce que vous voulez que je reste sur mes véhicules à moi et que je vous parle justement que de mon quotidien de loueur de voitures et que je vous présente uniquement mes aventures, mes péripéties. Dites-moi vers quoi est-ce que vous voulez qu'on se tourne pour les prochaines vidéos. Justement, ça m'aidera à vous proposer du contenu qui pourrait vous plaire à vous et au plus grand nombre. Donc on se dit à bientôt chez Locasmart, et avec Locasmart pour les malins. Salut l'équipe. Et pour finir, on finit sur la meilleure des Clio. Franchement, cette voiture, c'est Highlander. Hein. Franchement, elle a survécu à tout. Je sais pas de quand elle date, mais vraiment, elle a survécu à tout. Contre vents et marées, la Clio 3, la fidèle Clio 3 avec laquelle on se déplace un petit peu partout. C'est vraiment la meilleure des Clio. Allez, salut l'équipe.